micro de qui ça? Est-ce que ce son-là, est-ce que celui-là, il est passé? Ça, il faut le rapprocher. Bonjour, chers amis de la presse. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu et bien sûr vous remercier, vous de la presse, d'être venus nombreux pour couvrir ce point de presse. C'est un point de presse, avec votre permission, où je vais dérouler sur 3 points. Et je commencerai d'abord en français. Ensuite, je ferai une synthèse de cela en Wolof. Et je vous remercierai de bien vouloir ne pas poser de questions parce que ce n'est pas une conférence de presse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité insister là-dessus, parce que pour moi, l'objectif, c'est de communiquer avec les Sénégalais, mais de ne polémiquer avec personne. Je communiquerai d'abord sur le premier point, c'est sur la mort tragique de M. Bassirou Diop, un honnête citoyen sénégalais qui était un membre dévoué de notre équipe de sécurité, mort dans des conditions tragiques et inacceptables. Je me permettrai ensuite de communiquer sur ma soi-disant radiation de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et enfin, vous me permettrez de communiquer sur la mairie de Dakar. Donc, sur le premier point, je voudrais tout d'abord présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée de feu Bassirou Diop. Je voudrais, sur ce point, interpeller Monsieur le procureur de la République à Saint-Louis, parce que je ne fais pas partie de ceux qui croient que M. Bassirou Diop est mort à l'hôpital. Et j'insiste là-dessus. Et il ne faudrait surtout pas chercher à nous faire croire que M. Bassirou Diop est mort à l'hôpital. Je voudrais rappeler d'abord les faits. Les faits, c'est qu'il y a une autorité, et je prends tout le peuple sénégalais à témoin, qui s'est permis, durant la campagne, d'élever la voix pour dire que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ne faisaient pas leur travail, au prétexte qu'on nous a accusés d'être à l'origine de certaines violences à Saint-Louis, que nous avons toujours réfuté. Et tous ceux qui ont suivi le procès savent très bien qu'il n'y a jamais eu de violence à Saint-Louis. Ce qu'il y a eu, ce sont des provocations. Et ce qu'il y a eu, c'est ce qui se passe quasiment dans toutes les campagnes électorales depuis que le Sénégal est le Sénégal. Ce sont des échauffourées. Et pour ça, parce qu'on a voulu faire plaisir au prince, on a décidé d'arrêter sur 41 convois, on a décidé d'arrêter qu'un seul convoi, sur 41. Et je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'une arrestation, mais plutôt d'une agression. Durant cette agression, l'objectif qui était visé, c'était de m'arrêter. C'était de m'arrêter, comme on a eu à arrêter en début de campagne M. Bougane Gueye Dany pour s'aborder et saboter la campagne de notre coalition Sàmm Sa Kàddu. L'objectif, c'était que Barthélémy Dias, tête de liste de Sàmm Sa Kàddu, ne puisse pas terminer la campagne et surtout ne puisse pas battre campagne à Dakar. Et pour ne pas battre campagne à Dakar, tous les moyens étaient bons et tous les moyens ont été utilisés, y compris les moyens les plus irresponsables et les plus inacceptables.
personne n'a jamais vu dans ce pays un Premier ministre, soi-disant, descendre dans les bas-fonds et décider de se comporter en gladiateur, parce qu'étant à court d'arguments. On n'a jamais vu dans ce pays des soi-disant responsables d'un parti au pouvoir menacer ouvertement qu'un candidat ne battrait pas campagne, ou que sa campagne, il déclarait que la campagne de ce candidat serait plus ou moins maintenant terminée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les instructions qui ont été données étaient d'arrêter ce convoi et de m'arrêter. Parce que semble-t-il que dans ce convoi, il y aurait des armes à feu. Et ce convoi a bel et bien été arrêté. Il a été fouillé de fond en comble et on n'a jamais trouvé d'armes à feu. Mais ce que je voudrais dire, et c'est le plus important, c'est que durant cette campagne, nous sommes peut-être la coalition ou l'une des seules coalitions qui avons battu campagne avec une équipe médicale et une ambulance médicalisée. Quand je quittais Thiès pour rejoindre Dakar, dans ce convoi, je le répète, il n'y avait aucune personne malade. Aucune. Ce convoi arrivait à hauteur de Aloukagne et ce n'est pas un coin qui a été choisi par hasard. Il a été choisi à cause, un, de son isolement et deux, à cause de l'obscurité. Ils ont intercepté le convoi par le biais des éléments de la brigade d'intervention polyvalente, avec des véhicules blindés, et il y avait plus d'une centaine d'éléments de la BIP, tous encagoulés, et ils m'entendent. Et nous n'avons pas communiqué là-dessus parce qu'on s'était dit que ce n'était pas la peine de verser dans l'émotion. J'accuse les éléments de la BIP, je le répète, d'avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures, et ils m'entendent. Et le procureur de la République aussi, au besoin, peut me convoquer pour cela, parce que les preuves sont là, et les témoins sont là. J'accuse les éléments de la BIP d'avoir agressé les éléments de notre convoi, particulièrement les éléments de notre sécurité, avec une violence inouïe et une violence inacceptable. Seulement, je le répète une fois de plus, parce que le prince aurait, semble-t-il, dit que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail. Alors, faire votre travail, chers policiers, ce n'est pas de tirer sur d'honnêtes citoyens. Parce que vous détenez certes le monopole de la violence légale, mais cela ne veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de tirer sur d'honnêtes citoyens désarmés. Vous n'avez pas le droit de maltraiter et surtout pas le droit de torturer d'honnêtes citoyens. Et c'est suite à tout cela que certains de nos éléments de sécurité, et je rappelle qu'il n'y a pas que Bassirou Diop actuellement qui est souffrant. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, apparemment l'administration pénitentiaire s'est ressaisie entre-temps et nous avons certains de nos éléments qui ont été aujourd'hui conduits à l'hôpital de Saint-Louis. Parce que la vérité, ceux qui sont arrivés tous à Saint-Louis mal en point, sur instruction, une fois de plus, de ce prince, qui considérait que M. le ministre de l'Intérieur n'avait pas assez fait son travail. Alors, ça, ce sont des choses à dénoncer. Au-delà de mon interpellation envers M. le procureur de la République, je souhaiterais dire que ce dossier sera un dossier qui sera aussi bien défendu ici au niveau local, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte et profit. Il n'en est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et non cette arrestation à Aloukagne, et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Et il n'est pas mort de mort naturelle, et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire.
Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi? Seulement pour plaquer les gens au sol, il fallait utiliser à la limite des techniques qui relèvent des arts martiaux pour maltraiter les gens et torturer les gens. Et ensuite, vouloir se comporter comme si on n'a absolument rien fait. Non, je suis désolé, vous êtes responsable de cette mort. Et à l'international aussi, ce qui devra être fait le sera. Il est temps que les gens qui dirigent ce pays comprennent une bonne fois pour toutes que le Sénégal est une république, est un État qui a signé et ratifié les conventions. On ne peut pas tuer comme on veut dans ce pays et on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Sur ce registre, je voudrais dire que nous avons, avec la famille du défunt Bassirou Diop, nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Et après cette autopsie, nous accompagnerons notre ami, notre frère, Bassirou Diop, vers sa dernière demeure. Que Dieu, dans sa miséricorde, l'accueille en son paradis céleste. Mais je voudrais dire à ces autorités que ce que vous avez fait, c'est inadmissible et inacceptable. Seulement pour arrêter un homme politique, vous n'avez pas besoin de verser dans le ridicule. Ça, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu une bagarre à Saint-Louis. Vous arrêtez un convoi et vous prenez 80 personnes comme ça, au pipeau, et vous les amenez en prison. Et sur ces 80 personnes, il n'y a pas que des gardes du corps. Il y a un gosse, quand j'ai su qu'il en faisait partie, c'est Babacar, qui est le fils d'une ancienne collègue à moi avec qui j'ai partagé la 14e législature, Ndeye Sira. Babacar lui-même, qui est un influenceur, qui n'a rien à voir avec la sécurité et qui n'a absolument rien à voir avec des violences politiques. Vous arrêtez des chauffeurs qui ne font que conduire des véhicules. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder et respecter l'intelligence des Sénégalais. Et pendant ce temps, c'est comme si le procureur de la République, il n'a pas vu ce qui s'est passé à Koungheul. Ça, il n'a pas vu. Il n'a pas vu les hommes armés avec des armes automatiques, des coupes-coupes et des machettes dans le convoi d'un candidat qui, semble-t-il, serait au pouvoir. Ça, il ne l'a pas vu, le procureur. Mais le procureur, il a vu le convoi de Barthélémy Dias seulement sur la base d'accusations mensongères et faillacieuses. Que semble-t-il, Barthélémy Dias serait surarmé. Vous avez arrêté le convoi. Pendant 2 heures de temps, vous avez fouillé le convoi. Vous n'avez trouvé aucune arme à feu. Vous n'avez trouvé que du matériel de gardiennage. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux Sénégalais maintenant? Et comment est-ce qu'on peut accepter de partir à un procès? Le procès, toutes les plaidoiries ont été entendues. Et le juge se permet de mettre en délibéré 1 mois et 4 jours plus tard pour un dossier qui est traité en flagrant délit. C'est scandaleux et c'est honteux pour la justice de ce pays. Et aujourd'hui, on nous demande d'avoir espoir en cette justice. On aimerait bien en avoir. Mais combien de Sénégalais aujourd'hui ont espoir en la justice de leur pays? On n'a malheureusement pas d'autre choix parce qu'on n'a pas ailleurs où partir. Mais à cette justice, nous avons tout de même le devoir et la responsabilité de les inviter à un peu plus de retenue. Soyez indépendants, soyez justes et dites le droit et rendez justice au nom du peuple sénégalais. Les 80 personnes qui sont à Saint-Louis n'ont rien à faire en prison. Ces personnes n'ont absolument rien à faire en prison. Ces personnes sont aujourd'hui otages parce qu'on a voulu arrêter un leader politique qui, par la grâce de Dieu, a réussi à ne pas se faire arrêter. Ce n'était que ça. Je voudrais par la même occasion aussi présenter des condoléances et dire que je serai à Saint-Louis dans la semaine pour aller présenter des condoléances à un autre de nos camarades qui malheureusement, le jour du pseudo-procès, son père qui se déplaçait pour venir assister au procès est mort à l'entrée de Saint-Louis suite à un accident. Donc dire seulement, encore une fois de plus, que tout cela nous peine de voir qu'après toutes ces années de lutte pour que le Sénégal devienne une terre de démocratie, que ces mêmes personnes avec lesquelles nous nous sommes battus
que ces mêmes personnes décident aujourd'hui de ramener le Sénégal encore, je ne sais pas combien d'années en arrière. C'est comme si nous sommes maudits. Ça veut dire que nous passons notre temps à nous battre, à verser notre sang, à faire la prison, à sacrifier des vies, et c'est pour toujours mettre 2 pas en avant et en remettre 4 ou 5 en arrière. Vous me permettrez de passer sur le deuxième point, c'est sur la soi-disant radiation de Barthélémy Dias de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord dire que je n'ai jamais souhaité siéger à l'Assemblée nationale pour cette 15e législature, et je l'avais déjà indiqué. Je voudrais dire que cette démission, elle aurait dû être normalement enregistrée le jour de l'ouverture et de l'installation de la 15e législature. Mais le jour de l'installation de la 15e législature, j'étais, comme vous le savez tous, à Saint-Louis pour les besoins du procès de nos 80 camarades qui sont détenus et pris en otage. Et par respect à l'institution, j'avais écrit donc une lettre pour m'excuser auprès de le ou de la présidente de l'Assemblée nationale et j'avais indiqué les raisons de mon absence. Et j'avais donné dans la même veine une procuration à ma collègue, Mme Anta Babacar Ngom, pour qu'elle puisse voter pour moi. Et je voudrais dire que je me réjouis d'abord du fait aujourd'hui que ce soit l'honorable député Pape Djibril Fall qui me remplacera à l'Assemblée nationale. C'est un parlementaire chevronné, c'est un homme politique exceptionnel et c'est surtout un homme politique engagé. Mais j'insiste là-dessus parce que Pape Djibril, c'est tout de même un garçon qui a réussi à rentrer pour la première fois à l'Assemblée nationale sans coalition. Donc, mon intime conviction, c'est que Pape Djibril Fall a sa place à l'Assemblée nationale. Mais la raison pour laquelle je voudrais évoquer cette radiation, vous me permettrez tout de même d'insister, je dis que j'insiste parce que je veux parler aux Sénégalais et aux Sénégalaises. C'est pour vous dire que ce qui est en train de se tramer, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce qui est en train de se tramer, c'est autre chose. Et ce autre chose-là, on y arrivera et on ne l'acceptera pas. Parce que dans la vie, toute chose a une fin. Et dans la vie, il faut savoir raison garder. Je le répète, le Sénégal est une république. Nous avons tous choisi de vivre en république. Ceux qui ont choisi de vivre dans autre chose, ça les engage. Je vais vous interpeller de la façon la plus simple possible. Si j'étais aujourd'hui élu président de la République du Sénégal, un député est élu, un président de la République est élu, est-ce que quelqu'un aujourd'hui oserait me déchoir de mon mandat de président de la République? C'est une question que je pose aux Sénégalaises et aux Sénégalais. C'est la même chose qui s'est produite avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Sénégal a un règlement intérieur. Et au Sénégal, nous avons une charte fondamentale qui est la Constitution. Il y a une différence entre un délit et un crime. L'Assemblée nationale considère que, dans son règlement intérieur, que vous soyez condamné pour un délit ou pour un crime de façon définitive, l'Assemblée nationale considère que sous demande du ministre de l'Intérieur, vous devez être radié. Radié de la liste des députés du mandat en cours. Et on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ce que j'explique. Maintenant, ceux qui sont de mauvaise foi et de mauvaise volonté, ils sont libres, mais à chacun son tour. Et franchement, pour ceux qui se réjouissent de cette radiation, vous me permettrez de vous dire que, je le dis et je le répète, en toute humilité, je n'ai pas ma place dans cette Assemblée nationale du Sénégal, pour des raisons qui me sont propres. C'est tout. Maintenant, je vous poserai la même question. Comme le ministre de l'Intérieur dit que j'ai été condamné définitivement,
Je lui demande, est-ce que sur les 165 députés, est-ce que je suis le seul député à être condamné définitivement? Parce qu'il semble que le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre de l'Intérieur vit dans un autre pays qui s'appelle le Sénégal. Je lui rappelle qu'au Sénégal, je ne suis pas le seul homme politique à avoir été récemment condamné définitivement. Et au passage, j'aimerais aussi indiquer aux uns et aux autres que la condamnation définitive, ce n'est pas la décision de la Cour suprême. Non, la Cour suprême ne juge pas. La Cour suprême, elle constate des faits, des procédures. Et la preuve, quand on nous juge à la Cour suprême, on n'est pas présent, parce qu'on ne nous juge pas. La condamnation définitive, elle intervient lors de la décision de la Cour d'appel. Alors, je rappelle que la Cour d'appel m'a condamné définitivement en 2017. 2017, on est en quelle année? Ça fait combien d'années? Monsieur le ministre de la Justice, je vous interpelle parce que d'abord vous êtes un magistrat. Vous n'êtes pas un homme politique. Ce que je dis, vous savez si ce que je dis est vrai ou pas. Donc vos soi-disant 5 ans sont passés depuis belle lurette. Mais je vous le répète, je ne suis pas intéressé par siéger dans cette soi-disant 15e législature. C'est tout, c'est pour des raisons personnelles. J'ai été définitivement condamné à la cour d'appel. C'était en 2017, si mes souvenirs sont bons. 2017 et 2024. Mais je pense tout de même, à moins que je me trompe, je pense que ça fait plus de 5 ans. Vous parlez de quelle condamnation définitive? Est-ce que vous pouvez, de grâce, respecter les Sénégalais et arrêter votre acharnement sur ma modeste personne? Je ne vous ai absolument rien fait. Et ce n'est pas parce que le prince a dit que vous, monsieur le ministre de la Justice, vous ne faites pas votre travail, mais que vous devez vous donner un spectacle. Je suis désolé, monsieur le ministre de la Justice. Vous avez été dans ce pays procureur de la République. Vous êtes magistrat et vous connaissez très bien le dossier de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur. Et vous savez très bien si on m'a provoqué ou pas. Maintenant, monsieur le ministre de la Justice, pendant qu'on y est, par respect à l'intelligence des Sénégalais, radiation pour radiation, je vous demande aussi de radier un autre député qui semblerait-il a déjà été définitivement aussi condamné. Sinon, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire que c'est la justice des vainqueurs. Et vous n'avez pas été élu pour ça. Ensuite, mais pendant qu'on y est, il y a des gens qui ont dit ici qu'ils vont abroger la loi d'amnistie. On est d'accord? Mais pendant qu'on y est, monsieur le ministre de la Justice, il faudra répondre aux Sénégalais le moment venu. Si on abroge la loi d'amnistie, l'actuel président de la République du Sénégal, il reste au palais ou il retourne en prison? Comme vous voulez prendre des Sénégalais pour des canards sauvages. Monsieur le ministre de la Justice, l'actuel soi-disant Premier ministre du Sénégal, il reste à la primature ou bien il retourne en tôle? Parce qu'ils sont sortis de prison à cause de cette loi d'amnistie. Si on abroge la loi d'amnistie, je vous pose seulement la question, il reste en poste ou il retourne en prison? Arrêtez de vous amuser avec l'intelligence des Sénégalais et surtout arrêtez de vous amuser avec la justice. On ne s'amuse pas avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de dire que nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale, parce que j'ai déjà décidé que je ne siégerai pas dans cette 15e législature, pour des raisons personnelles. Et par respect aux Sénégalaises et aux Sénégalais, je ne souhaiterais pas évoquer ces raisons. Mais nous voudrons aujourd'hui, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas, des personnes de confiance ou pas, des personnes qui croient en l'état de droit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser d'autres personnes qui sont définitivement condamnées à l'Assemblée nationale.
au prétexte que soi-disant, ils auraient suspendu leur mandat. Ils sont eux, condamnés définitivement, et eux, ils ont été condamnés il y a moins de 5 ans. Donc eux, ils méritent d'être radiés, mais pas moi. Moi, j'ai été condamné il y a plus de 5 ans. Et je le répète, la condamnation définitive, c'est celle qui est prononcée par la Cour d'appel et non par la Cour suprême. La Cour suprême ne juge pas. Et vous savez très bien de quoi je parle. Et tous les experts de droit peuvent confirmer ce que je dis. Je ne parlerai pas de la composition du bureau de l'Assemblée nationale pour dire que la décision du bureau de l'Assemblée nationale ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas le temps de polémiquer sur des gens qui sont animés que de pouvoir plus ou moins exécuter des commandes politiques. Ici, à la mairie de Dakar, le maire de Dakar, il est élu au suffrage direct. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal n'est pas élu au suffrage direct. Quand le maire de Dakar est élu au suffrage direct, les autres membres du bureau sont élus au suffrage indirect. C'est pourquoi ici, le premier adjoint était un homme. Cette même justice nous a dit ce bureau n'est pas valable, vous devez le reprendre. Voici ce qui nous a poussé à reprendre la composition du bureau municipal de la ville de Dakar. Alors, l'Assemblée nationale, qui est supposée être aujourd'hui le berceau de la vertu, eh bien, eux, ils décident de violer la loi sur la parité. Et c'est eux-mêmes qui ont voté la loi sur la parité. Alors, vous voulez que je pense quoi de leur décision du bureau de l'Assemblée? Vous m'excuserez, je n'ai que du mépris envers cette décision. Je terminerai par le troisième point. Le troisième point, ça concerne la mairie de Dakar. Alors là, je voudrais que les choses soient bien dites. Il y a des choses qui sont passées à l'Assemblée nationale. Il y a des choses qui sont passées ailleurs. Ce qu'ils ont envie de faire à la mairie de Dakar, je tiens à vous le dire tout de suite, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas parce que nous sommes nés dans ce pays. Nous avons grandi dans ce pays. Nous sommes dans ce pays devenus des responsables à la sueur de notre front. Et il y a des choses que nous n'accepterons pas venant de qui que ce soit. Et ce que j'ai à dire ici, je veux que ce soit entendu de tous. Et que ce soit surtout bien entendu au niveau de la communauté internationale. Parce que ceux qui pensent que le Sénégal est autre chose qu'une république, l'apprendront à leurs dépens. Le Sénégal est une république. L'état de droit, vous avez la responsabilité de le respecter, l'état de droit. Vous avez la responsabilité de respecter et de faire respecter les textes et les lois qui sont en vigueur dans ce pays et qui font de ce pays un état de droit. Vous pouvez vous débarrasser de n'importe quel député dans un mandat en cours s'il est définitivement condamné pour un délit ou pour un crime. Comme il y a certaines personnes qui semblent ne pas connaître les textes, me permettrait de leur rappeler l'article 135 du Code général des collectivités locales, qui stipule que lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, je le répète, pour crime, virgule, sa révocation est de droit. Je vous invite à retourner voir les arrêtés qui ont été rendus dans l'affaire de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur. Je n'ai pas été condamné pour crime, j'ai été condamné pour un délit. Ce n'est pas un crime. Et je parle français. Maintenant, ceux qui ont décidé d'interpréter le français pour voir comment chercher les voies et moyens pour m'enlever de mon poste de maire de la ville de Dakar, je souhaiterais leur dire tout de suite, dès à présent, que je ne l'accepterai pas. Et je n'irai pas plus loin que ça. Maintenant, on est dans un pays dans lequel on dit souvent que on ne voit jamais la personne qui provoque. On ne voit que la personne qui se venge.
Vous savez, une personne peut passer tout son temps à vous mordre. Tout son temps à vous mordre. Mais à un moment donné, vous allez sourire un peu pour qu'il puisse voir que vous aussi, vous avez des dents. C'est important. Parce que quand il verra que vous n'êtes pas édenté, il comprendra que vous aussi, vous pouvez mordre. Parce qu'il y a des choses que personne n'acceptera. Je souhaiterais leur dire et surtout interpeller les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers de ce pays. Parce que le Sénégal est un État aujourd'hui qui est respecté et respectable parce qu'il respecte certains critères. On ne peut pas passer son temps dans une république à décider d'enlever à d'honnêtes citoyens leur mandat électif seulement parce qu'on a décidé qu'on est fâché et qu'on veut soi-disant, on veut se venger. Si vous êtes fâché, c'est votre problème. Et si vous voulez vous venger, c'est aussi votre problème. Je l'ai déjà dit, ma philosophie est très simple. Ku jëf jël, ku ñàkk jëriñu, ku mer bokk. La politique, il faut donner des coups, il faut accepter d'en recevoir. Mais la politique, c'est d'abord une histoire de gentlemen et de gentlewomen. La politique ne peut être faite que par des personnes qui comprennent le sens de l'élégance républicaine et de la courtoisie citoyenne. La politique, vous m'excuserez de l'expression, elle n'est pas faite pour les arrivistes, pour les parvenus et pour les va-nu-pieds. La politique, c'est de l'élégance. Ça fait 20 ans que je suis en politique. Je suis fils de politique, j'ai été formé par des politiques. La politique, c'est l'élégance. Pour la mairie de Dakar, je voudrais dire que nous ne bougerons pas d'Ayola. Maintenant, nous sommes des citoyens, nous vivons dans une république et nous savons ce que l'État a le droit de faire. L'État a le droit d'envoyer des inspections. Ça, vous en êtes totalement libre. Les inspections, j'en connais. Je connais l'inspection générale d'État, je connais la Cour des comptes. Je suis cette année quasiment à ma 15e année de maire. J'ai été inspecté, audité plusieurs fois. Je n'ai jamais été interpellé sur un quelconque manquement. Ce n'est pas aujourd'hui que parce que quelqu'un est fâché et que quelqu'un veut se venger que soi-disant on va décider subitement que je suis devenu un voleur ou un escroc. Je ne l'accepterai pas non plus. Maintenant, ce que je dis, je veux que les choses soient très claires. Je n'aimerais pas que demain on dise encore que Barthélémy est une personne violente. Barthélémy n'est pas violent. Mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Et quiconque a un problème avec ce que je dis, son problème n'est pas le mien. Parce que moi, mon problème, c'est le mandat que les Dakaroises et Dakarois m'ont confié. Et depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a eu à faire un bilan à mi-parcours. Jamais, depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a construit ici un centre de dialyse. Et le plus grand centre de dialyse du Sénégal. Depuis que le Sénégal existe, un maire n'a jamais construit un lycée scientifique et technique. Et je peux continuer parce que, comme disent les Wolofs, ça vous le faut de votre. Je suis très fier de mon bilan à mi-parcours. Et je l'ai dit aux Dakaroises et aux Dakarois, je n'en ai pas encore terminé avec vous. Maintenant, malheureusement, ceux qui ont été maires dans leur commune et qui sont incapables d'être capables de montrer même un rond-point qu'ils ont eu à peut-être peindre ou à nettoyer, et qui passent tout leur temps de la mairie au pouvoir exécutif à parler d'opérations de nettoiement 7-7L, ça c'est pour les ASC. Vous comprenez, quand on est président de la République ou on est Premier ministre et on parle de 7-7L, c'est que franchement, on n'a absolument rien à faire à ce poste de responsabilité. Un président de la République, un Premier ministre, un maire, ce n'est pas pour des opérations 7-7L. C'est pour travailler et délivrer un bilan. Maintenant, pour les cancres et les médiocres, effectivement, ils peuvent chercher des faux fuyants. Je terminerai
en disant une chose. Par la grâce de Dieu, auditez la mairie de Dakar autant que vous voulez. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas terminé de travailler pour Dakar. Et ce n'est pas vous qui allez nous empêcher de servir Dakar. Nous, nous sommes nés à Dakar. Nous, nous avons grandi à Dakar. Nous, on habite Dakar et nous, nous sommes des Dakarois. Maintenant, Dakar, tout Sénégalais est Dakarois. Parce que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, Dakar est votre capitale. On a de complexes envers aucun citoyen d'aucune contrée du Sénégal. Mais que ceux qui ont des complexes envers les Dakarois et les boys Dakar, on les invite à la tenue et à la retenue. Je terminerai mon propos par dire à l'endroit des tenants actuels du pouvoir. Je constate avec amertume, comme la plupart des Sénégalais, votre incompétence, votre incapabilité et votre incapacité éventuellement à pouvoir délivrer, à pouvoir tenir vos promesses. Mais je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas à l'origine de vos problèmes. Vous avez un problème, pour ne pas dire un problème de 3 ordres. Votre premier problème, c'est d'abord de combattre la vie chère. Vous avez été élu pour ça. Ne l'oubliez pas et arrêtez de divertir les Sénégalaises et les Sénégalais. Vous n'avez pas été élu pour combattre Barthélémy Diaz. Vous n'avez surtout pas été élu pour vous mettre ici à mettre en avant la justice des vainqueurs. Vous n'avez pas non plus été élu pour chercher aujourd'hui à vous accaparer de la mairie de Dakar par une voie autre que la voie démocratique et électorale. Votre deuxième problème, c'est que vous devez d'abord trouver de l'emploi aux jeunes. Vous avez promis ça aux jeunes. Vous avez promis aux jeunes que l'immigration clandestine serait un vieux souvenir. Et votre troisième problème, c'est surtout de pouvoir relancer l'économie et le social. Depuis que le Sénégal existe, c'est la première fois qu'un bailleur de fonds, partenaire financier du Sénégal, de l'envergure du Fonds monétaire international, qui se permet de dire qu'il suspend l'aide au développement du Sénégal jusqu'en juin 2025. C'est d'une extrême gravité et ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, pour que l'Union européenne prenne la décision qui est la sienne sur les licences de pêche, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne connais pas encore, depuis que je suis né, je ne connais pas de pays au monde, de pays qui a réussi ou des pays qui ont réussi à se développer avec une certaine coopération ou avec certains partenaires. Je ne cite personne. Mais je le répète, dans le concert des nations, mieux vaut être du bon côté de l'histoire que de chercher à penser que un pays, c'est peut-être éventuellement un poulailler qu'on vous a confié. Si vous n'avez pas trouvé un bon prix pour vos œufs ou vos poulets, vous cherchez un autre client. Non, ça ne marche pas comme ça. Un pays, c'est d'abord des relations historiques. Un pays, ce sont des relations traditionnelles. Un pays, ce sont des relations bilatérales, multilatérales. Un pays, c'est une notation. Un pays, c'est de la diplomatie. Et le Sénégal, pendant des décennies, toutes générations confondues, ont eu à travailler pour que le Sénégal soit aujourd'hui l'un des pays les plus respectés et les plus respectables en Afrique et dans le monde. Et depuis 8 mois, malheureusement, nous avons aujourd'hui, à la tête de ce pays, des gens qui pensent que c'est une question de copinage, de coquinage, et si on n'arrive pas à trouver un bon partenaire par-ci, on ira chercher un autre partenaire par-là. Ça ne marche pas comme ça, la République. Et je voudrais surtout dénoncer et leur répéter, votre problème, ce n'est pas Barthélémy Diaz. De par votre carence et votre incompétence. Aujourd'hui, force est de constater l'appauvrissement généralisé des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est une triste réalité. De constater la perte sèche du pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais.
de constater la grave crise économique, pour ne pas dire la prochaine récession et la prochaine dépression économique, parce que je ne vois pas comment on pourrait en faire une économie à ce rythme. La baisse généralisée d'activité dans toutes les branches d'activité économique du pays. Aujourd'hui, vous prenez le port. Au niveau du port, je pense que le directeur général du port gagnerait à se ressaisir et à s'occuper de ses oignons, au lieu de parler toujours de choses qu'il ne regarde pas. Il faudrait bien qu'il explique aux Sénégalais comment il s'est organisé en 8 mois pour pouvoir mettre à la porte 700 Sénégalais. 700 pères et mères de famille qui ont perdu leur travail. Aujourd'hui, il faut que ce directeur général du port vous explique comment le port a pu enregistrer aujourd'hui quasiment 40% de baisse d'activité. Aujourd'hui, je ne parle même pas de l'effondrement du carnet de commandes. Vous pouvez interpeller aujourd'hui le patronat, ils vous diront. Interpeller aujourd'hui l'ordre des notaires, ils vous diront. Les notaires, ils gèrent le foncier. Ils vous diront depuis 8 mois s'ils sont en train de faire les enregistrements ou pas. Quand vous arrivez au pouvoir, vous commencez à menacer le milieu du BTP. Aujourd'hui, le BTP, c'est quasiment 20% de chute d'activité. Vous n'avez pas été élu pour ça. Et je pense aujourd'hui que les tenants actuels du pouvoir devraient aussi surtout comprendre que l'une des raisons pour lesquelles ils sont là et qui nous intéressent tous, c'est le panier de la ménagère. Et ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Ce sont les statistiques de l'ANSD 2024. Et tout le monde peut retrouver cela sur Internet. Depuis 8 mois, le riz a augmenté de 15%. L'huile a augmenté de 20%. Le pain a augmenté de 10%. Les fruits et légumes ont augmenté en moyenne de 40%. Les produits laitiers ont augmenté en moyenne de 30%. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Chers tenants actuels du pouvoir, occupez-vous des problèmes des Sénégalais et lâchez-moi les baskets. Il faudrait aussi que vous ayez le courage d'expliquer aux Sénégalais, parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Mais expliquez au moins aux Sénégalais, de mars 2024 à décembre 2024, comment vous vous êtes organisé pour qu'il y ait une hausse de 23% sur le prix du mètre cube pour le consommateur. Les factures Seno sont là, regardez les vôtres. Je n'invente rien du tout. Chers tenants actuels du pouvoir, pouvez-vous expliquer aux Sénégalaises et aux Sénégalais par quelle alchimie vous vous êtes organisé pour que de mars 2024 à décembre 2024, qu'il y ait une hausse de 18% sur le prix du kilowattheure d'électricité? Vous avez été élu pour ça et non pour combattre Barthélémy Diaz. Quant à moi, je vous donnerai rendez-vous en 2029. Et sur ce, vous me permettrez tout de même maintenant de faire la synthèse de ce que j'ai dit en wolof. mbokk yi ginnaaw bu ñu sante Yàlla